Cette rencontre en particulier, c'était la dernière étape, vous savez, de la tournée qu'Arafat, le ministre iranien des Affaires étrangères, avait faite à Saint-Pétersbourg. De quoi s'agissait-il exactement? Et quelle était l'importance de cette réunion? Parce que les Iraniens voulaient informer la partie russe. Ils voulaient discuter. Quelle est votre compréhension de tout ça? Avant que l'Iran n'aille à Moscou, Araghchi s'est rendu à Islamabad, puis à Mascate, et enfin, la dernière visite a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Eh bien, c'était extrêmement et même minutieusement bien préparé, Nima. En fait, c'était, disons, une sorte de mini-tournée dans 3 villes, à différentes étapes. Donc, Araghchi est d'abord allé à Islamabad pour parler avec les médiateurs pakistanais. Alors, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il réaffirmait essentiellement les 10 points, ceux qui apparemment ont été lus par le président des États-Unis. Et de toute évidence, il n'a pas compris ce qu'il lisait. Il a même publié un message disant qu'il était plus ou moins d'accord avec ça. On ne sait pas vraiment ce qu'il a lu. Si c'était une erreur de traduction, un résumé, ou quelqu'un qui lui soufflait des choses à l'oreille, peu importe. Bref, Araghchi a dû dire aux médiateurs pakistanais, « Écoutez, les 10 points restent notre position, mais on est en train de les affiner, en partant du principe qu'avec les Américains, il n'y a plus de négociations, surtout quand on voit Dumb et Dumber, Tweedledum et Tweedledee avec Kofa Kushner. Et du point de vue iranien, le seul négociateur possible à partir de maintenant, c'est l'avance sur le terrain. » Alors après Islamabad, Araghchi est allé à Oman, où il a été reçu personnellement par l'émir. C'est très très important. Il n'y a eu aucune fuite sur ce qu'ils ont discuté, mais on peut facilement imaginer que cela concernait aussi la prochaine organisation du détroit d'Ormuz, que les Iraniens et les Omanais essayent déjà de mettre en place. Peut-être qu'on pourrait avoir, disons, un poste de péage du côté iranien et un autre du côté omanais. Après tout, ce ne sont pas des eaux internationales. Il faut le redire encore une fois. Il y a 21 milles nautiques entre les côtes iraniennes et les côtes omanaises. Si chaque pays a 12 milles nautiques, ça fait 24. C'est de l'arithmétique de base. Donc, leurs eaux territoriales sont plus larges que le détroit lui-même. Autrement dit, ce sont leurs eaux territoriales. L'Iran a donc parfaitement le droit d'installer un poste de péage dans le détroit d'Ormuz. Et maintenant, ils discutent avec les Omanais de ce qui relèvera des eaux territoriales omanaises. Après ça, il est retourné à Islamabad. Il n'est pas allé directement à Moscou. Il est reparti à Islamabad parce qu'il peaufinait les 3 conditions essentielles posées par l'Iran, si on veut avoir des négociations sérieuses à partir de maintenant. Et c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes, parce qu'ils renversent complètement l'échiquier. Premièrement, la guerre doit se terminer pour de bon, avec des assurances écrites, des garanties écrites et des grandes puissances qui les garantissent. Et si ça passe par ce Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, qu'il soit approuvé par le Conseil de sécurité. Deuxièmement, on va discuter de ce qui va se passer dans le détroit d'Ormuz. L'Iran va mettre en place un nouveau dispositif dans le détroit d'Ormuz, très similaire à celui qui existe déjà. Il a d'ailleurs déjà été approuvé, en gros, par le Parlement iranien. Il y aura un poste de péage et le paiement se fera en rials iraniens. Donc, la monnaie iranienne pourrait au moins arrêter de se dévaluer. Et troisièmement, c'est la 3e et dernière étape. Il faut commencer à discuter d'un nouvel accord nucléaire. Si cela se produit, je dirais que dans le meilleur des cas, ce serait une sorte de JCPOA allégé qui, soit dit en passant, a été torpillé par Trump lui-même. Il n'obtiendra pas un meilleur JCPOA, meilleur du point de vue américain,
que celui qui a été négocié et conclu en 2015 à Vienne, puis approuvé par les Nations Unies. Voilà donc l'ordre des discussions. Évidemment, quand les Américains ont vu ça, ils ont complètement paniqué. Trump l'avait déjà rejeté. Le problème, c'est qu'il l'a déjà rejeté. Mais comme on le sait, tout le monde le sait. Comme je dirais, même les chameaux au milieu du désert de Gobi le savent. Quoi qu'il fasse, il n'a aucune issue. Il peut reconnaître, admettre la défaite stratégique, ce qu'il ne fera jamais. Il ne peut pas relancer la guerre. Ce serait une catastrophe majeure. Et même ses propres généraux lui ont dit que ce serait une catastrophe majeure. Ou alors, il peut essayer de trouver un compromis. Mais avec le blocus illégal et meurtrier toujours en place, les Iraniens ont dit « pas question ». On ne commence à discuter que si le blocus est levé. Et Trump, lui, dit en gros, d'abord on parle de l'accord nucléaire et ensuite du reste. Donc Nima, on est au milieu d'une impasse stratégique terrible et pour l'instant on ne voit pas comment en sortir. Ça a l'air plutôt sombre. Après tout ça, la dernière étape du voyage, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Araxi arrive à Saint-Pétersbourg sur un vol de Mirage Airlines, un vol commercial tout à fait normal. Et sur le fuselage de l'avion, on pouvait lire le titre inscrit. C'était le vol Minab 168, un hommage direct aux jeunes filles tuées lors de l'attaque au Tomahawk à double impact contre l'école de Minab. Il a été reçu non seulement par son homologue, le grand maître Sergueï Lavrov, mais aussi par le président Poutine en personne. 1h30 de discussion. Beaucoup d'entre nous ne se souviennent pas d'avoir vu Poutine recevoir quelqu'un qui n'est pas un chef d'État. Et même avec les chefs d'État, c'est très rare. D'habitude, ces entretiens durent une demi-heure, 40 minutes tout au plus. Là, il a parlé avec un ministre des Affaires étrangères et son équipe pendant 1h30. Alors évidemment, les fuites qu'on a sont très vagues. Mais voilà ce que j'ai retenu, 3 points essentiels que j'ai soulignés dans ma chronique. Certaines choses que Poutine a dites étaient vraiment remarquables. Laisse-moi voir si je retrouve les points clés, Nima. Oui, les voilà. Parce que je veux bien insister, pour toi et pour notre public, sur à quel point Poutine a été à la fois d'une grande finesse et tranchant comme une lame quand il s'est adressé à Araxi. Premier point, un respect total pour le guide suprême, l'ayatollah Mostafa Khamenei. Poutine a dit, la semaine dernière, j'ai reçu un message du guide suprême d'Iran. Et il a ajouté, je vous en prie, transmettez mes remerciements les plus sincères. Confirmez que la Russie, tout comme l'Iran, entend poursuivre notre partenariat stratégique. Transmettez au guide suprême mes remerciements pour ce message, ainsi que mes vœux de santé et de bien-être. C'est donc exactement l'inverse de la manière dont les Américains traitent l'ayatollah Mostafa Khamenei. Ayatollah Mustafa Khamenei is treated by the Americans. By Russia is total respect. De la part de la Russie, c'est un respect total. Point numéro 2. L'Iran se bat sur tous les fronts. Tout le combat de l'Iran tourne autour de 2 choses essentielles, l'indépendance et la souveraineté. Ce sont les mots mêmes de Poutine. On voit à quel point le peuple iranien se bat avec courage et héroïsme pour son indépendance et sa souveraineté. C'est impressionnant. Et le troisième point, celui qui change tout. Et évidemment, les Américains sont complètement affolés. Parce que cette fois, ça vient directement des mots de Poutine. Il a dit « Nous ferons tout ce qui sert nos intérêts et les intérêts de tous les peuples de la région ». Autrement dit, il s'adressait à Araxi, mais aussi à tous les autres pays du Golfe Persique, pour s'assurer que la paix soit atteinte le plus vite possible. Ce qui veut dire que la Russie est maintenant directement impliquée dans la solution diplomatique du conflit. Et la dernière chose qu'il a dite, Nima, c'était un vrai coup de massue. C'est Poutine qui parle par ses actes. Il a dit « Vous connaissez bien notre position ». Impressionnant. Alors,
Quand on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, que l'Iran a complètement renversé l'échiquier et qu'il montre maintenant aux Américains, si vous ne respectez pas ces 3 conditions, cette guerre ne se terminera pas. Et ils savent que Trump a besoin d'une porte de sortie, qu'il a besoin que cette guerre s'arrête. Cette guerre est extrêmement impopulaire aux États-Unis et les chiffres de Trump sont absolument catastrophiques. Ils vont continuer à baisser. Ensuite, l'Iran et la Russie ont annoncé au monde entier qu'ils agissaient ensemble pour trouver une solution. Donc la Russie soutient l'Iran. Et ça vient directement de Poutine. Alors, essayez d'expliquer ça au syndicat Epstein. Maintenant, ils vont devoir composer non seulement avec l'ayatollah Mostafa Khamenei, mais aussi avec Vladimir Poutine, s'ils veulent une solution à la guerre qu'ils ont déclenchée, illégalement et de manière meurtrière, contre l'Iran. C'est pour ça, Nima, que ce voyage était quelque chose d'énorme, vraiment un tournant. Sans exagération, non, c'était du concret. Tout était très bien préparé, très bien organisé. Araxi a été absolument impeccable. Et à la fin, bien sûr, ils ont dû conclure en Russie, en montrant, je dirais, non seulement à l'environnement eurasien, mais aussi à l'ensemble du Sud global, que c'est très clair. Non seulement Téhéran, mais aussi Moscou, et même Pékin, qui observait simplement à distance, considèrent que c'est une guerre contre la Russie. L'intégration eurasienne contre les BRICS, contre l'Organisation de coopération de Shanghai, contre le Sud global. Et évidemment, la Russie doit se ranger du côté de l'Iran. Évidemment, Nima, rien de tout ça ne sera accepté à Washington ni à Mar-a-Lago. Donc, on ne sait toujours pas quelle va être la réaction américaine pour l'instant. Il a décidé de prolonger indéfiniment le blocus naval. Ça veut dire qu'il ne capitule pas, alors qu'il pourrait le faire. Il pourrait simplement proclamer la victoire et se retirer. Dans ce cas, la défaite stratégique des Américains serait évidente pour le monde entier. Ou bien, il peut relancer la guerre, et là, ce serait une catastrophe absolue. Alors, il a décidé de prolonger le blocus. Et on sait que le reste du monde, tôt ou tard, va exploser contre ce blocus. Ce blocus ne peut pas durer des semaines, encore moins des mois. Disons qu'il pourrait tenir 2, peut-être 3 semaines au maximum. Après ça, quand les gens commenceront à voir les effets absolument terribles sur l'économie mondiale, il y aura un mouvement concerté, surtout venant du Sud global vers l'Europe, pour renverser la situation. Et l'Iran, une fois de plus, a le temps de son côté. Voilà, Nima, c'est à peu près le résumé de ces jours décisifs entre Islamabad, Mascate et Saint-Pétersbourg. Je pense que quand on regarde le comportement des États-Unis en tant que pays, depuis si longtemps, en Irak et en Afghanistan, on voit bien qu'ils poursuivent leur agenda dans ces pays, aussi longtemps qu'ils le jugent nécessaire. Et puis, un jour, ils décident qu'il n'y a plus rien à faire là-bas et ils s'en vont. Le problème ici, avec la guerre contre l'Iran, c'est que l'économie mondiale est déjà sous une pression énorme, comme c'est le cas avec Israël, avant tout. Personne ne mesurait vraiment l'importance du détroit d'Ormuz. Même dans les médias traditionnels ou dans les médias alternatifs, on ne savait pas à quel point le monde dépendait de cette zone avant le début de cette guerre, ni comment cela pouvait peser sur l'économie mondiale et mettre de nombreux pays en difficulté. Regardez le Japon aujourd'hui, ce qui s'y passe. C'est pour ça que vous savez, il faut aussi regarder la Corée du Sud. Et regardez ce qui se passe en ce moment en Europe. Ils sont désespérés. La situation empire au fil du temps. Et ce n'est pas l'Irak. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas l'Irak ni l'Afghanistan où on reste 10 ou 20 ans pour voir ce qui se passe. Là, c'est autre chose, vraiment différent. Et les États-Unis ne vont pas pouvoir rester dans cette région. Ce blocus, d'une certaine manière, ne leur apporte rien de positif à mon avis. Les États-Unis n'en tirent aucun bénéfice. Et en plus,
Ils finissent par convaincre les Iraniens que les États-Unis ne sont pas sérieux quand ils parlent de négociations ou de quoi que ce soit de ce genre. C'est pour ça que les Iraniens ont vraiment le sentiment que la prochaine guerre va éclater bientôt, très bientôt. Quelle est ta lecture de tout ça, Pepe? Oof. It's a very, very, very long story because C'est une histoire vraiment très très longue, parce que même les alliés des États-Unis négocient avec les Iraniens pour obtenir un passage par le détroit d'Ormuz. Bien sûr, pour le Japon et la Corée du Sud, aucun problème. Tant que leurs pétroliers peuvent passer, tout va bien. D'autres pétroliers iraniens, par exemple, ont déjà trouvé un moyen de contourner le blocus américain. Ils naviguent tout près des eaux territoriales de l'Iran, du Pakistan et jusqu'à Mumbai. C'est faisable. Si on reste dans la limite des 12 000 nautiques, les Américains, en théorie, n'attaquent pas. Beaucoup de pétroliers passent, d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas un blocus totalement hermétique. one way or another. So it's not an ironclad blockade. Once in a while, we have a Hollywoodish Netflix. De temps en temps, on a une production Netflix un peu à la Hollywood, où les Américains racontent « Les Marines sont montés à bord de tel navire ». Puis finalement, il a dû faire demi-tour. Et ensuite, on apprend qu'ils se sont trompés, parce que le sergent devait aller en Iran, mais en fait non, et ainsi de suite. Bref, c'est inefficace. Évidemment, ils ne peuvent pas patrouiller toute la mer d'Arabie et le sud de l'océan Indien. C'est totalement impossible. Donc, ils sont là, disons, plus ou moins. Et d'ailleurs, personne n'est vraiment allé vérifier combien de navires de guerre se trouvent dans la mer d'Arabie, dans le sud de l'océan Indien, ni ce qu'ils y font exactement. On se fie à CENTCOM et à INDOPACOM, et ainsi de suite. Et ces gens-là mentent tout le temps. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, pas avec certitude. Bref, est-ce que ça va marcher? Non. Est-ce que ça va vraiment faire changer d'avis l'Iran sur le contrôle qu'il exerce sur le détroit d'Ormuz? Non plus. Est-ce que l'Iran contourne le blocus? Bien sûr que oui, il le contourne par voie terrestre. L'Iran, c'est un carrefour, pas seulement maritime, mais aussi terrestre, et ça depuis des millénaires. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Le Pakistan a ouvert 6 corridors terrestres vers l'Iran. Donc l'Iran peut maintenant faire circuler même du pétrole. Évidemment, les volumes ne sont pas les mêmes que ceux transportés par pétrolier, mais une certaine quantité de pétrole passe déjà par le chemin de fer sur la ligne Chine-Iran qui arrive à une vingtaine de kilomètres de Téhéran, sans aucun problème. Ils doivent vraiment passer à la vitesse supérieure. Bien sûr, ils doivent trouver comment contourner les problèmes techniques liés à l'exportation de volumes plus importants de pétrole vers la Chine par le rail. Mais ils trouveront une solution. Les Iraniens, eux, sont passés maîtres dans l'art de l'improvisation. Et puis, il y a le gaz, par exemple. Le gaz peut passer par le gazoduc reliant le Turkménistan au Xinjiang. Ils peuvent faire des échanges avec le Turkménistan et exporter un peu plus de gaz par ce pipeline qui va directement vers l'ouest de la Chine. Donc, il existe d'autres options. Ce sont des produits qui doivent arriver de Chine vers l'Iran. Et maintenant, ce n'est plus un problème, grâce aux 6 corridors terrestres que le Pakistan a débloqués. Par exemple, il y avait, je crois, au moins 3000 conteneurs bloqués à Karachi. Ils ne pouvaient pas bouger. Maintenant, ils passent par voie terrestre vers l'Iran avec en gros des produits chinois. Donc l'Iran ne va pas manquer de produits, de marchandises ou de bienvenue de Chine. Il y a bien sûr beaucoup de façons de contourner les Américains. Et la mer Caspienne. La Caspienne, c'est plus compliqué. Par exemple, pour que l'Iran vende du pétrole via la Caspienne, le problème, c'est l'infrastructure des ports iraniens sur la Caspienne. Tu le sais, Nima, elle n'est pas très bonne. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent régler en quelques semaines. Il faut aussi beaucoup d'investissement. Mais ils peuvent aussi utiliser la Caspienne pour aller, par exemple, jusqu'au Kazakhstan, jusqu'à Akhto, sur la Caspienne, et de là vers la Chine. C'est possible aussi.
En plus, petit volume, mais c'est possible. Also possible. Smaller volumes, but also possible. There is one key question which I would Il y a une question essentielle que j'aimerais te poser, Nima. On entend énormément de choses, des rumeurs, des chiffres invérifiables, selon lesquels l'Iran n'aurait plus que quelques jours avant d'atteindre sa capacité maximale de stockage, surtout à Karg, en fait, un peu partout, et qu'après ça, il serait obligé de fermer certains champs pétroliers. Quelle est ton analyse là-dessus, Nima? Parce que tout ce qu'on entend vient de sources EFS ou de syndicats, mais pas d'Iran, pas de sources officielles comme la Compagnie nationale iranienne de pétrole, par exemple. Eux, ils n'en parlent pas encore. Dis-nous, est-ce que l'Iran va vraiment se retrouver dans une situation critique d'ici, quelques jours, parce qu'ils n'auraient plus de capacité de stockage pour leur pétrole? No, nothing. Non, rien du tout. J'aime votre réponse. Non, c'est pas le cas, parce qu'ils ont déjà connu ce genre de situation bien avant que ces problèmes n'apparaissent en Iran. À cause des sanctions, il y a eu des années où l'Iran ne pouvait pas exporter de pétrole vers d'autres pays. Et ils s'en sont sortis. Ils savaient comment gérer la situation, vous voyez, avec les puits, le pétrole, le gaz, tout ça. Ils ont su le faire. Ils ont de l'expérience parce que ça leur est déjà arrivé, à cause des sanctions, pas à cause d'un blocus. C'est pour ça qu'ils savent, les ingénieurs en Iran, ceux qui travaillent dans ce domaine. Ils savent quelles sont les alternatives et comment gérer la situation face à ce genre de difficultés. Des difficultés soudaines, disons. Le blocus, c'est une sorte de surprise pour l'Iran, mais pas une surprise impossible à gérer pour les Iraniens. Ils savent comment s'y prendre, je pense. Et donc, en ce moment, ce n'est même pas l'un des plus gros problèmes en Iran. Personne n'en parle. Regardez ça. C'est bien pour ça que c'est une supercherie. Ils ne font rien pour que les choses bougent. Rien du tout. Donc ça veut dire que ce n'est pas un vrai problème. Ils tiennent ce genre de discours, Pepe. Et c'est pas seulement à propos de ça. Ils essaient de faire croire qu'il y a une sorte de fracture au sein de la direction iranienne, comme si les dirigeants se battaient entre eux en Iran. Donald Trump dit, ils m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils s'effondraient là-bas. Tout ça, ils l'inventent, parce qu'ils veulent influencer. En réalité, leur public, c'est en Occident, pas en Orient, pas en Iran. Les Iraniens, eux, savent ce qui se passe. Ils connaissent la réalité sur le terrain. Ils savent ce qu'il en est de la question énergétique, des pénuries qu'ils subissent, l'économie, la façon dont elle fonctionne aujourd'hui. Ils comprennent parfaitement la réalité de la situation. Mais je pense que fondamentalement, ce dont on parle, c'est de ce qui se passe en Occident, dans les grands médias, et de la manière dont l'administration Trump essaie de présenter la situation au public occidental, à mon avis. Je ne vois pas vraiment de difficultés majeures, pas de problème écrasant pour l'Iran. Oui, il y a des difficultés pour l'économie iranienne, pour le secteur de l'énergie, ça personne ne peut le nier, mais ils savent comment gérer ça. C'est là tout le fond du problème. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, ni dans les médias traditionnels, ni dans les médias alternatifs en Iran. Beaucoup de gens pensent que l'Iran n'a qu'un seul type de médias, un discours unique. Non, ce n'est pas vrai. On trouve les pires critiques du gouvernement iranien en Iran, même vivant en Iran. Ils ne sont pas à l'extérieur du pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, et c'est pour ça que personne n'en parle vraiment en Iran. Ce n'est pas le sujet principal en ce moment. Le vrai sujet, pour les Iraniens aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus parler librement, parce qu'on évoque cette fracture au sein de la direction, vous savez, entre la gauche et la droite. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Mais ces gens-là, les dirigeants de base, ils ont des tactiques différentes pour négocier, pour gérer leurs relations avec les États-Unis. En revanche,
La stratégie, elle, reste la même. Ils savent très bien que personne ne laissera les États-Unis contrôler le détroit d'Ormuz. Plus personne ne dictera quoi que ce soit aux Iraniens. Et si, à cause des sanctions, ils ont réussi pendant un certain temps à forcer l'Iran à le pousser dans certaines positions, ce n'était pas une position sérieuse, pas une situation où l'Iran allait accepter quoi que ce soit. Ils cherchaient surtout à exercer une forte pression sur l'économie iranienne pour les contraindre à céder sur quelque chose. Mais ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout le monde dit que ça suffit, que ça n'arrivera plus. Voilà. Un résultat de ce Donald Trump a compris qu'à présent en Iran. What Donald Trump achieved so far in Iran. And this is reflected by the way they turned the game Et ça se voit dans la façon dont ils ont renversé la situation. The- Aujourd'hui, l'impératif principal, le vrai enjeu, ce n'est pas, et ça ne l'a jamais été, le dossier nucléaire. Ce qui compte, c'est de mettre fin à la guerre définitivement pour qu'elle ne se reproduise pas, avec des garanties, avec des garants au niveau des grandes puissances comme la Russie et la Chine. Ensuite, on pourra parler du détroit d'Ormuz et à la toute fin, discuter du JCPOA 2.0. Disons les choses comme ça. Et l'Iran peut se le permettre, parce que dans les faits, ils sont en train de gagner cette guerre. Tout le monde le sait. Ce sont les Américains qui ont voulu ce cessez-le-feu absurde. Ce sont eux qui cherchent une porte de sortie, qu'ils ne trouvent pas. Leur défaite stratégique est évidente, puisque aucun de leurs objectifs initiaux n'a été atteint. Voilà. Pas étonnant donc que l'Iran se sente en position de force. So no wonder Iran is feeling confident. And nobody wants Et plus personne ne veut de quelque chose de semblable, ni même proche du JCPOA. Exactement. C'est bien ça, le point central pour l'administration Trump. for the Trump administration. Exactement.